Ok. Bon, bonjour, bienvenue à tous pour cette seconde Green Interview. Nous avons l'honneur d'accueillir Florent Morin, Tech Lead iOS à la Maïf et défenseur de la cause Green, qui va aujourd'hui nous partager sa vision sur l'éco-conception sur iOS et les dernières nouvelles Green lors de sa participation à la keynote Apple à Cupertino. Chez GoMind, nous faisons du conseil et pour nous, c'est un combat que nous menons pour évangéliser nos clients autour de l'éco-conception, qui est une cause qui nous est chère, car c'est l'art de concevoir des logiciels avec une conscience environnementale aiguisée en adoptant cette approche que nous cherchons à minimiser l'impact de nos créations sur l'écosystème. Nous optimisons la consommation d'énergie, rationalisons l'utilisation des ressources et réduisons les émissions de carbone. En somme, nous contribuons à préserver notre planète pour les générations futures. Nous prenons dans nos équipes aussi le craftsmanship, qui, tel un artisan habile et méticuleux, nous appliquons des principes rigoureux pour produire un code de qualité supérieur chez nos clients. Cela se traduit par une structure claire, une maintenabilité accrue et des performances optimales. L'objectif pour nous, ultime, c'est de fournir aux utilisateurs une expérience exceptionnelle, exempte d'erreurs frustrantes. Réunir ces deux concepts est une véritable synergie car nous aidons nos clients à concevoir des logiciels performants tout en réduisant notre empreinte environnementale. C'est une véritable démonstration de notre engagement vers un développement responsable et durable. Donc sans plus attendre, salut Florian. Salut Anthony, comment ça va? Ça va et toi? Écoute, très heureux de Ça va, t'accueillir. super. Très heureux de t'accueillir et je te propose de commencer cette grille interview. Ok pour toi? Ça marche, c'est parfait. Superbe. Alors, première question déjà, qui es-tu? Eh ben, écoute, je m'appelle Florent, donc, et je suis développeur iOS depuis le tout début, c'est-à-dire bientôt 15 ans. Et voilà, donc je suis freelance, je travaille avec beaucoup de sociétés de toute taille, des startups, des grands groupes, tout le monde, quoi. Et je fais ça à temps plein, et je fais aussi des articles sur Mac Génération, pour ceux qui connaissent, Mac Génération et Génération, etc., pour faire beaucoup de vulgarisation. Je suis aussi formateur. Là, je sors d'une formation cette semaine dans une école, le CCI, qui fait de la formation informatique, et je forme au développement mobile, à la sécurité, à l'éco-conception, etc. Et j'anime aussi des conférences et je participe à des interviews. Ok, super. Écoute, très heureux de t'accueillir comme dit. Peux-tu me décrire brièvement ce qu'est l'éco-conception en matière de développement d'applications mobiles? Ouais, pour être assez bref, en fait, l'idée c'est de concevoir des applications qui vont pas faire une pollution de plus. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut limiter l'impact écologique du numérique au maximum. Que l'outil ne soit pas plus punitif pour la planète qu'il n'est utile pour les utilisateurs. D'accord, ok, d'accord, je vois. Et aujourd'hui, pour toi, comment l'éco-conception est-elle pertinente pour les applications iOS? En fait, les applications iOS, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on conçoit une application iOS, on a un marché potentiel entre 800 millions et 1 milliard d'utilisateurs. Donc c'est autant de millions de personnes qui vont consommer de l'énergie en utilisant l'application. Et donc là où c'est pertinent, c'est qu'il y a un impact majeur global, quoi, en fait. Et si même on fait une toute petite réduction sur une application, multipliée par des millions d'utilisateurs, l'impact est quand même significatif. D'accord, ok. Et aujourd'hui, pour toi, quels sont les principaux objectifs de l'éco-conception dans le développement d'applications iOS? En fait, les objectifs sont très nombreux. Si tu veux, le premier qui nous parle le plus, c'est l'impact énergétique. Par exemple, si tu veux si tu veux faire appel à une fonction qui va faire, qui va rendre un service précis, tu as plusieurs manières de le faire. Mais il y a une manière qui va être plus optimale, qui va moins faire appel aux ressources énergétiques de ton appareil que les autres, et c'est celle-là qu'il faut utiliser. Et mis bout à bout, vu que ton application, elle va rendre son service en faisant appel à plein de petites fonctions comme ça, à chaque fois, elle va moins tirer d'énergie sur le processeur, etc. Et donc là, petit à petit, en fait, tu auras moins de consommation d'énergie. Et donc, ça va moins user la batterie, ça va moins user l'appareil. Et donc, de fil en aiguille, tu vas aussi indirectement augmenter la durée de vie. Et c'est le deuxième paramètre qui est important parce qu'on sait que il y a globalement deux aspects qui sont assez importants dans l'éco-conception. La consommation d'énergie, évidemment, mais aussi le matériel. Quand on achète un smartphone, souvent, il y a de la matière qui a été extraite ou recyclée pour le concevoir. Et tout ça, quitte à
quitte à prendre quelque chose à la planète, lui arracher quelque chose, eh bien, il faut que ça n'ait pas été fait pour rien et que ça dure le plus longtemps possible. Et c'est là où il faut faire en sorte que nos applications fonctionnent sans avoir le tout dernier iPhone, comment dire, sans que ça use l'appareil inutilement avec des cycles qui vont faire chauffer la batterie ou ce genre de choses. L'important, c'est vraiment de limiter sur ces deux axes principaux la consommation d'énergie et la durabilité des appareils pour pas se retrouver avec des appareils jetables et qui consomment une centrale nucléaire à tout bout de champ. D'accord, je vois. Merci pour ces informations. Et aujourd'hui, quel est le rôle des développeurs dans la mise en œuvre de l'éco-conception dans le développement d'applications iOS? En fait, le rôle des développeurs, c'est déjà de se renseigner, de s'informer des bonnes pratiques, parce que surtout quand tu es développeur mobile, il faut savoir que Apple va nous présenter les nouveautés de développement dans un peu plus d'une semaine. Et là, on aura de nouvelles bonnes pratiques qui vont permettre d'éco-concevoir les applications, d'utiliser moins les ressources matérielles, de mieux les utiliser. Et donc, la première chose, c'est déjà de se former. Prendre le temps de bien se former. Ça représente à peu près une soixantaine d'heures de vidéos chaque année que nous fournit Apple. On a moyen de mieux faire les choses à chaque fois. Après, évidemment, il faut le mettre en pratique en optimisant son code et en faisant les bons choix de format de données pour que ça consomme moins de bande passante, que ça consomme moins d'énergie, que ça utilise mieux le matériel, comme je l'ai dit. Il y a plein de leviers et il faut les mettre en avant et que ce soit un automatisme en fait. Parce que je considère que c'est pas spécialement des actions de coup de poing qui vont faire qu'on aura demain que le numérique aura moins d'impact. C'est pas une action de coup de poing, c'est plutôt des bonnes habitudes à prendre. Aujourd'hui, je pense, pour te donner un exemple que je reprends régulièrement, je pense que tu es à peu près de la même génération que moi. On a tous appris à l'école à fermer le robinet d'eau. Tu te brosses les dents, tu fermes le robinet d'eau, tu laisses pas l'eau couler du robinet comme ça. On l'a tous appris. Je me rappelle de ces cours où on nous donnait une brosse à dents et on nous faisait faire l'exercice à l'école. Et aujourd'hui, plus personne n'aurait même l'idée de laisser couler l'eau du robinet. Souvent même, d'ailleurs, on l'a appris à nos parents quand on était à l'école. Je pense que là, c'est pareil. Il faut petit à petit mettre en place des habitudes, même si ça n'a pas un impact de manière unitaire pour chaque développeur. C'est pas un développeur, il n'y a pas de développeur providentiel qui va changer le monde ou qui va apporter de bonnes habitudes, mais c'est plutôt le fait de le faire, de le partager et de créer des habitudes qui va faire que ce sera un automatisme et que ce sera plus du tout une sorte de contrainte écologique, on va dire. D'accord. Ok. Et aujourd'hui, en tant que développeur chevronné sur cette partie-là, quelles sont les mesures que tu prends pour minimiser l'impact environnemental de tes applications iOS? La première mesure que je pense, c'est déjà de me renseigner à chaque évolution du langage Swift. Donc le langage Swift, c'est le langage de programmation des développeurs. Savoir optimiser l'usage de ce langage pour que lui, déjà, il consomme pas d'énergie. Même si ça peut paraître, on peut se dire, bon, ouais, t'as ton compilateur qui va passer derrière, qui va quand même améliorer ton code, il passera pas sur tout. Et si déjà à ce niveau-là, tu conçois bien, c'est une première étape. Après, quand tu vas manipuler de la donnée, je vais te donner un exemple, tu peux utiliser des données dans un format plus optimal. Par exemple, on a eu le XML il y a quelques années pour échanger des données entre une application et un serveur. Ensuite, on a eu le JSON qui est le plus courant, qui déjà était beaucoup plus performant et consommait beaucoup moins de bande passante. Donc c'est celui qu'on a actuellement. Et celui qui émerge de plus en plus, c'est Protocol Buffer, qui utilise un format binaire, donc beaucoup plus compact, et qui en plus fait moins travailler l'appareil pour déchiffrer l'information qui est reçue. Et ce qui fait qu'on a un impact à deux niveaux. En termes de mesure sur de la bande passante, on peut gagner à peu près, pour être très concret, entre 10 et 30% selon les cas de figure de bande passante en utilisant des choses comme Protocol Buffer. Et en plus, si on fait ça sur du HTTP2 ou HTTP3, on va encore réduire la consommation de bande passante. Ce qui fait que c'est la nouvelle technologie qui va apporter la baisse de consommation énergétique, quelque part.
Et quand tu vas l'utiliser pour tes données sur ton appareil, pour manipuler des données sur ton appareil, ça va forcément faire moins travailler l'appareil, et donc consommer moins d'énergie, et ainsi de suite, et ça fait un effet boule de neige. Et c'est plutôt intéressant à tous les niveaux. D'accord, ok. Après, tu peux aussi choisir des formats d'image, enfin j'en reparlerai, mais il y a plein de leviers, quoi. D'accord. Si tu choisis un format d'image plus compressé, que tu as des millions d'utilisateurs, tu pourras gagner pareil, peut-être 30%. Si tu prends du WebP par exemple, au lieu des images PNG qu'on utilise couramment, tu vas consommer moins de bande passante et cumuler, ça peut faire beaucoup d'économies. D'accord, ok. Et comment tu fais pour mesurer aussi l'empreinte carbone de tes applications iOS en amont de leur développement? Ah, et c'est une très bonne question. Alors l'empreinte carbone en tant que telle, c'est pas elle qu'on mesure, mais par contre on peut mesurer, bon, comme je l'ai dit pour les formats de fichiers, ce que tester, ça c'est tout bête à faire. Tu prends plusieurs formats de données avec des vraies données, parce qu'en fonction des types de données que tu manipules, tu n'auras pas forcément le même intérêt à utiliser tel ou tel format. Et tu fais des tests. Et peu importe, ça va pas te prendre une journée de faire des tests. Mais par contre, ça peut avoir un impact majeur. Donc tu prends tes données, tu les compresses, parce que quand ça passe par Internet, c'est compressé. Et tu vois, après compression, ce que ça donne comme résultat. Tu dis, ben tiens, là, ça prend moins de bande passante, c'est plus efficace, donc c'est mieux. Mais après, comme je te l'ai dit, il faut aussi prendre en considération la consommation énergétique de l'appareil en tant que tel, pour qu'il soit moins usé et qu'il consomme moins d'énergie, etc. Et là, en fait, tu peux le mesurer avec des outils comme Instruments, qui fournit avec toute la suite Xcode, qui permettent de savoir précisément ce que va consommer ton application en temps réel et à quel moment elle consomme trop et sur quelle partie même de ton code tu vas pouvoir améliorer les choses. Donc là, tu as une vraie mesure. Tu verras, admettons, une opération, tu mets des petits indicateurs dans ton code et tu dis, tiens, là, je pense que ça peut avoir un impact. Et en fait, dans l'instrument, tu verras des pics énergétiques comme ça et ça te mettra à un endroit, tu verras ton pic et tu auras les petits drapeaux qui diront, tiens, là, c'est quand tu as fait telle ou telle opération. Et donc, c'est à toi après de retravailler ce code pour qu'il consomme moins et de remesurer, ainsi de suite. D'accord, ok, très bien. Et justement aussi, comment tu fais pour évaluer justement cet impact aussi des mises à jour d'applications iOS après mise en place? Ouais, et c'est une très bonne question parce que c'est bien de mettre en pratique, mais si tu peux pas mesurer l'impact réel derrière, c'est un peu compliqué. Donc, ce qui existe, en fait, Apple fournit des rapports dans Xcode qui permettent d'avoir des indicateurs sur la consommation, sur l'impact, par exemple, l'impact sur la batterie de ton application. Est-ce que quand on utilise mon application, ça consomme 0,5%, 1%, 2%, 3% de la batterie d'utilisateur? Et ça, c'est hyper important parce que ça te permet de voir quel levier est activé et quel est l'impact réel des leviers que tu as activés. On ne gagne pas à chaque fois, mais quand on gagne, on est content et on a fait quelque chose qui finalement... ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que tu pars d'un impact, comment dire, tu as l'impression d'avoir un impact minimum parce que tu es face à ton projet et tu vois pas tous les millions d'utilisateurs. Tu vois juste toi, tu imagines un utilisateur, mais tu n'en imagines qu'un seul. Et tu te rends pas compte que c'est un impact global. Et c'est quand tu reçois ce rapport que tu dis, ouais, ok, j'ai tant de millions d'utilisateurs de mon application, et sur tant de millions, ça fait peut-être 0x%, mais tu multiplies ça par rapport à la consommation d'énergie d'une batterie, et ben, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas neutre du tout. D'accord, ok. Voilà. Ok, ok, très intéressant parce que oui, effectivement, c'est très important justement de mesurer après mise à jour parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qui se passe. Et justement, pour notre audience aujourd'hui, voilà, il y en a qui vont forcément commencer à se lancer justement sur des applications éco-responsables et ils ont forcément des défis par rapport à ça. Est-ce que toi, tu aurais 3 tips à donner par rapport à quelqu'un qui souhaite commencer à faire des applications iOS éco-responsables? Ouais, donc la première chose, c'est donc un premier tip, ça va être de bien
comment dire, d'utiliser en premier lieu des quick wins pour les convaincre. C'est-à-dire, les quick wins, c'est-à-dire que tu vas passer peu de temps. Par exemple, je te donne un exemple, tu choisis le bon format d'image. Tu sais que tu vas avoir un impact immédiat. Ça va réduire la consommation de bande passante. Et ça prend pas beaucoup de temps à mettre en place. C'est mesurable. Et en plus, tu peux avoir un impact financier. Et c'est ça où il faut faire attention parce que tout le monde n'est pas sensible à l'éco-responsabilité. Effectivement. Par contre, les finances, tout le monde y pense. Donc, il faut avoir les deux casquettes et dire, voilà, tu vas voir ton client ou ton patron ou qui que ce soit. Tu dis, voilà, on teste, de toute façon, ça. Tu dis, je vais te prendre une journée ou deux pour le faire. On teste, on mesure l'impact. Et non seulement tu vas faire mieux en termes d'impact, en termes de responsabilité par rapport à l'impact énergétique, mais en plus, tu vas aussi avoir un meilleur rapport avec ton banquier. Et là d'un seul coup, tu te dis, je vais pas investir beaucoup, je vais avoir un bon retour sur investissement potentiel. Bon, bah, t'y vas. Et après, tu peux prendre des mesures supplémentaires parce que tu as plus de facilité à les convaincre. Donc ça, c'est un des premiers tips. Après, le deuxième, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, de bien se former, de bien écouter les conseils d'Apple, Apple dans le développement iOS, mais sur les autres plateformes, hein, ça existe aussi. Pourquoi? Parce que en particulier Apple fait très attention à l'éco-conception, parce que Apple a l'objectif zéro carbone sur l'ensemble de sa chaîne, c'est-à-dire de la sortie d'usine jusqu'à l'utilisateur. Et à ce niveau-là, en fait, c'est bien de connaître les nouveautés, toi. De connaître les nouveautés parce qu'elles vont avoir un impact en termes d'éco-responsabilité. Et Apple a déjà fait le développement pour toi. Apple a fait le développement pour que ton impact énergétique soit moindre. Je vais te donner un exemple super concret. Il existe une bonne pratique qui est chez... En fait, l'idée, c'est parfois, dans ton application, tu as besoin de mettre à jour des données, mais qui vont rester là plus tard. Par exemple, tu changes la disposition de ton écran, ou tu changes des images, ou tu précharges des contenus. Et ça, tu peux le faire en tâche de fond. Comme ça, quand l'application tourne en tâche de fond, elle fait son job et ainsi de suite. Ce que mis au point Apple, c'est un système qui permet de faire ça, mais pas n'importe quand. Et grâce à l'intelligence artificielle, ça va observer tes habitudes d'utilisateur et se dire, tiens, Anthony, il se couche à, 11 heures, il se lève à 7 heures, donc c'est bien, il a 8 heures de sommeil, il est en pleine forme, et entre-temps, il pose son iPhone sur le chargeur, qui est chez lui avec le Wi-Fi. Et c'est à ce moment-là que les données vont se charger, parce que, c'est du Wi-Fi, donc ça consomme moins que la 5G. 2, t'es sur chargeur, donc c'est mieux de faire travailler le chargeur plutôt que d'user la batterie. Et donc l'impact énergétique de ton application est moindre. Et en plus, la nouveauté, mais qui existe uniquement aux États-Unis aujourd'hui, il y a un système qui permet de savoir si tu consommes de l'énergie verte ou pas à l'instant T. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ces données sont synchronisées au moment où, si tu as plusieurs moments prioritaires, ce sera en priorité le moment où c'est de l'énergie verte qui est produite pour alimenter ton smartphone qui est branché sur ce secteur. C'est assez chouette. Et ça, c'est du quick win par excellence, quoi. Et voilà, donc ça, c'est un deuxième élément. Et le troisième, c'est aussi d'apprendre, mais pas uniquement auprès d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue scientifique. Ne pas hésiter à l'écoute des rapports du GIEC, de tout ça et la science, on nous l'a rappelé récemment, c'est pas une vérité absolue, c'est une vérité à l'instant T. C'est la meilleure vérité possible à l'instant T, précisément. Et c'est pareil pour un aspect écologique. Et donc, si tu veux concevoir de manière éco-responsable, c'est important aussi d'être à jour par rapport à ça, pour cibler là où ça fait mal, entre guillemets, pas essayer de cibler partout. Si tu cibles partout, tu vas pouvoir avoir un impact partout, mais finalement mineur. Si tu cibles là où vraiment il y a de la douleur, tu auras un impact qui sera significatif sur l'ensemble de tes utilisateurs. Et si tu cumules un peu ces trois aspects, à les convaincre déjà les décideurs pour
pour que tu puisses aller dans l'action si tu es capable de bien connaître ton matériel, bien connaître le logiciel, pour bien axer, bien optimiser sur cet aspect-là, sur l'éco-responsabilité. Et en plus que tu sais quelle thématique précise d'éco-responsabilité tu vas prendre en considération pour aller pour être le plus efficace, ben, normalement, ça devrait améliorer les choses et voilà. En tout cas, tu auras fait le maximum qui était en ton pouvoir et c'est déjà tout le monde faisait ça, ce sera pas mal, quoi. C'est dans tous les métiers. Effectivement. Bah, écoute, merci aussi pour ces tips. Et toujours pour notre audience, est-ce que tu as des tips aussi pour gérer la question des ressources énergétiques limitées lors de la conception d'une application iOS? Ouais, alors déjà, ouais, un truc que j'ai fait, je peux en parler parce que là, j'ai l'autorisation de mon client. On l'a fait la Maïf. On a choisi et c'est hyper pragmatique. On a des tests unitaires sur la partie service web. On en a quelques centaines. T'imagines que ça peut prendre du temps. Nous, on a fait en sorte que, vu que macOS et iOS partagent la même couche technique, nos tests unitaires, on les fait sur Mac. Comme ça, on a de bonnes performances. Plutôt que de lancer un simulateur qui va simuler un iPhone, qui va exécuter les tests, c'est vraiment... Donc c'est uniquement sur la donnée, évidemment. C'est vraiment le Mac qui va le faire. Donc déjà, ça a permis d'aller beaucoup plus vite dans l'exécution. Donc je crois on a un peu plus de 300 tests unitaires. On les passait en 2 à 3 minutes. Apple met à jour les Mac. Donc c'est 2-3 minutes sur des MacBook Pro. On a des MacBook Pro M1 pour donner un ordre d'idée de ce qu'il faut comme matériel. Voilà, 2-3 minutes, 300 et quelques tests unitaires. Tu dis c'est pas mal, ça va. Ça permet d'aller assez vite pour le développeur. 2, ça coûte moins cher sur les serveurs CI/CD. Et du coup, tu as un impact énergétique. D'accord. On a juste mis à jour, en passant les Mac de Monterey à macOS Ventura, on est passé de 2-3 minutes à 17 secondes. Ah oui, effectivement, intéressant. Ouais. Okay. En termes de performance, c'est une belle vision. Pourquoi? Parce qu'on a toujours suivi les conseils d'Apple à la lettre. Et on a optimisé nos tests unitaires comme ça, et ça a un impact énergétique majeur. Et tu vois ça, c'est non seulement ça donne une satisfaction, mais c'est surtout une fierté. Ça donne vraiment du sens à ce que tu fais. Et puis bon, en plus tu fais plus souvent les tests unitaires, t'as de meilleure qualité parce que tu fais tout le temps tes tests unitaires, t'en fous 17 secondes, t'as même pas le temps d'aller chercher un café. Et après, l'autre bonne pratique, c'est d'utiliser un Mac. Parce que les Macs sont globalement éco-conçus, ils sont faits en bonne partie avec des matériaux recyclés et recyclables, et ils consomment vraiment très peu d'énergie. Donc c'est vraiment du matériel hyper optimisé, donc au quotidien pour un développeur, c'est optimal. Ok, d'accord. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces petits tips. Et aussi, comment tu fais pour éviter, toi, le gaspillage inutile de données dans tes applications iOS? Déjà, il faut rationaliser l'usage des données. Les premiers sur lesquels il faut aller taper, c'est tous ceux qui font c'est tous nos copains de l'analytics qui deviennent depuis très longtemps. Bon, je rigole, on les aime bien. Mais à un moment donné, c'est vrai que quand tu vas récupérer toutes les informations d'un utilisateur, tiens, il a cliqué là, il a cliqué là, il a cliqué là. Quand il a cliqué, le bouton était bleu et puis après il était rouge. Ok, c'est bien, tu vas consommer une bande passante astronomique. Et qu'est-ce que t'en fais de ça derrière? Au cas où. Non, c'est pas une réponse. Et à un moment donné, là, il y a un énorme levier sur tout ce qui est analytics et tout pour consommer le minimum de données. Et de la même manière, c'est peut-être pas la peine d'avoir 40 fournisseurs d'analytics pour une appli. Tu en as un, ou alors tu fais sur tes propres serveurs et après tu redispatches. Tu as toujours des techniques qui vont te permettre de diminuer ta consommation d'énergie à ce niveau-là. Après, c'est pareil quand tu affiches un écran. Si j'affiche, par exemple, je te donne, pour rester dans la thématique Maïf, tu as la liste de tes contrats. Généralement, quand tu as la liste, on t'affiche le descriptif, admettons assurance auto, et un numéro de contrat. Bien sûr. T'as pas besoin de rapatrier toutes les options, le machin, etc. Tu as juste besoin de ces deux informations.
Et dans 90% des cas, ton utilisateur n'ira pas cliquer sur les deux boutons, même dans plus que ça. Tu vois. Donc c'est autant de données qui n'est pas gaspillé. Donc il faut vraiment rationaliser l'usage de la donnée, se dire est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas. Et après, faut l'adapter à l'usage, quoi. Tu vas pas, comme je disais, tu vas pas, quand tu listes un contrat, t'as pas besoin de toutes tes données et t'as pas non plus besoin forcément d'afficher toutes les données à l'écran. Faut bien rationaliser, aller chercher l'information uniquement quand tu en as besoin. Si tu peux précharger des données, le faire. C'est beaucoup de gaspillage qui est ici et on peut limiter avec des actions simples et surtout beaucoup de bon sens. D'accord, ok. D'accord. Et aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu fais pour limiter l'utilisation de l'énergie du processeur dans tes applications iOS? Alors, il y a plein de leviers. Le premier, c'est par exemple quand si demain tu fais de l'apprentissage automatique, du machine learning, intelligence artificielle, appelle ça comme tu veux, il faut utiliser les bons outils. Apple fournit des outils qui permettent d'utiliser à la fois ton GPU qui est très rapide pour certaines opérations, ton processeur qui est très rapide pour d'autres opérations, et pour quasiment chaque appareil qui est aujourd'hui sur le marché, il y a un réseau de neurones sur puce. C'est-à-dire pour des opérations qui utilisent des réseaux de neurones, ça va utiliser une puce dédiée sur ton iPhone qui va exécuter les mêmes opérations que ton processeur principal, mais à une vitesse x100 ou x1000. Et donc si ça va plus vite, ça consomme moins. Donc là déjà, c'est bien utiliser les bons outils pour le bon usage. Voilà, donc là tu vas déjà décharger ton processeur plutôt que de faire des traitements inutiles, il fera que de l'utile. Après, la bonne pratique, c'est d'utiliser des techniques modernes comme Swift Concurrency ou Grand Central Dispatch. Grand Central Dispatch, c'est la version historique, donc je vais plutôt parler de Swift Concurrency, qui permet de prioriser les tâches. Quand tu exécutes plusieurs tâches en parallèle, non seulement il va les prioriser, faire en sorte de ne pas dupliquer la donnée pour le faire, ce qui fait qu'il ne va pas passer par une mémoire supplémentaire et donc ne pas faire travailler le processeur pour rien. Et en plus, il va pouvoir utiliser de manière optimale les cœurs basse consommation. Aujourd'hui, tu as un iPhone, je ne saurais même pas dire combien ils ont de cœurs, un iPhone 14, je crois qu'il a 4 cœurs performants et 4 cœurs basse consommation. Ou 2 cœurs performants et 6 basse consommation, un truc comme ça. Peu importe. L'idée, c'est de savoir que tu as beaucoup de cœurs basse consommation qui peuvent travailler en parallèle, et pour la plupart des opérations, ça suffit. Généralement, tu vas utiliser le cœur performant pour afficher l'information à ton utilisateur, c'est le seul moment où tu as besoin de temps réel. Pour toutes les autres opérations, c'est les différents cœurs basse consommation qui vont taper. Et si tu fais ça, tu vas vraiment diminuer la consommation d'énergie plutôt que d'utiliser systématiquement les cœurs performants. Et en fait, Apple fournit tous les éléments pour savoir comment bien utiliser les différents cœurs du processeur. D'accord. Ok, intéressant. C'est clair. C'est un peu technique, mais... c'est très clair, mais justement, c'est bien que ce soit technique parce que ça s'adresse à notre audience, donc c'est plutôt intéressant. Et justement, toi, avant, on parlait d'appareils qui sont pas forcément dernière génération. Toi, aujourd'hui, justement, comment tu fais pour t'assurer que tes applications iOS sont optimisées cette fois pour les appareils de dernière génération? Eh ben, en fait, là, Apple va, dans quelques jours, présenter sa conférence WWDC, où il y aura plein de sessions. Déjà, plein de sessions où les ingénieurs d'Apple vont expliquer aux développeurs comment faire pour mieux exploiter le matériel. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va se retrouver avec de nouvelles pratiques. Il y en a certaines, leur usage paraît évident, d'autres, ça paraît pas du tout évident. Je te donne un exemple qui n'a pas à voir avec la consommation d'énergie, mais c'est la même logique derrière. En 2017, de mémoire, Apple nous a présenté en juin. Donc à l'époque, on avait tous des iPhones carrés, enfin rectangulaires. Il nous présente en juin un système qui permet de calculer automatiquement les marges de ton interface pour que ce soit plus optimal par rapport au champ de vision. Tout ça, ils ont sorti un truc comme ça. On a suivi la bonne pratique. En septembre, donc à la sortie de la version finale d'iOS, l'iPhone 10 est sorti avec son encoche et automatiquement, tous ceux qui avaient fait ça ont été les premiers à voir leur application
adapté à coût zéro. Aujourd'hui, Apple nous dit utiliser Swift Concurrency, ça utilise mieux les cœurs de processeurs et ainsi de suite. Ça fait depuis 2020 ou 2021 qu'on est là-dessus. Ouais. Migrer le code, ça prend du temps, mais on le fait. Et ben, c'est certain que les prochains matériels qui vont sortir, même si en fait Apple a toujours un coup d'avance sur le matériel par rapport au logiciel, alors, en tout cas, c'est sûr que le matériel va être mieux exploité pour les applications qui auront utilisé cette nouvelle technologie, qui s'y seront pris en avance. Donc en fait, si tu suis tout de suite les bonnes pratiques d'Apple, bah, tout de suite tu es dans le bon et tu gagnes immédiatement et ton code est immédiatement optimisé pour le matériel Apple de dernière génération. Si tu utilises du code qui est vieux, eh ben, il n'utilisera pas le matériel de nouvelle génération. Et donc c'est du gaspillage. Ok, d'accord. Et justement, comment toi justement, ça sort sur ma question, c'est comment tu prends en compte justement les pratiques de développement durable lors de la conception de l'UI d'une application iOS cette fois? Et ben, en fait, il y a plusieurs aspects. Alors l'UI, c'est marrant, il y a un aspect de la conception durable qui a aussi un intérêt par ailleurs, c'est l'aspect accessibilité. Si ton application est accessible, c'est gagné. Parce que derrière, automatiquement, ça va faire que la conception d'un point de vue purement logiciel va être optimale. Tu vois ? Parce que ce sera bien orchestré pour l'accessibilité et donc aussi bien orchestré pour le matériel. Et donc tu vas consommer moins d'énergie pour afficher un écran. En plus, si tu fais bien ton accessibilité, tu gères le mode sombre. Le mode sombre consomme moins d'énergie sur les appareils. Et donc soit tu le fais, souvent on le fait en mode automatique le soir, certains utilisent pour des convictions écologiques le mode sombre toute la journée. Et si tu le gères bien, tu vas consommer moins d'énergie quand tu afficheras quelque chose. Et après, évidemment, il faut adapter l'UI au code, faire en sorte que la conception de ton UI se passe bien dans le code. Aujourd'hui, Apple fournit un outil qui s'appelle SwiftUI, qu'on utilise, nous, par exemple, à la Maïf, quand on veut concevoir un écran, on le bricole un peu en code par rapport aux maquettes des UI, et voilà. Et si l'UI ne rentre pas bien dans ce qu'on fait, on demande au designer de revoir l'UI. Et puis voilà, puis de fil en aiguille, on arrive à un bon compromis pour tout le monde. À la fois un joli design, on ne fait pas de compromis sur la qualité, c'est juste qu'il y a toujours des alternatives possibles. Donc on a un joli design qui s'imbrique parfaitement bien dans le code. Donc, nous, ça nous fait un code plus facile à maintenir, plus performant, donc moins consommateur d'énergie, plus adapté à toutes les contraintes matérielles, et on a finalement le meilleur des deux mondes. D'accord, ok. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi les principaux avantages que tu donnerais à une entreprise qui souhaite développer des applications iOS en mettant en place de l'éco-conception? Eh bien, en fait, le conseil que j'aurais, le premier avantage que je dirais, c'est que ça va limiter le burn-out. Parce que le burn-out, c'est quoi? C'est que t'es pas bien à ta place dans ton boulot. Et quelque part, quand tu sais que tu fais de quelque chose de pas bien pour la planète tous les jours, ça aide pas. Tu vois ce que je veux dire? Si tu sais que ton boulot, tu le fais, mais que derrière, tu fais vraiment du bullshit et que ça va vraiment avoir un impact sur la planète qui est pas globe, c'est vraiment pas top, quoi. Et là-dessus, c'est le premier point. Et donc, du coup, tout le monde a un meilleur moral quand on sait qu'on fait des choses bien pour la planète. Et le deuxième point, c'est que ça va limiter les coûts. Si tu consommes moins d'énergie, moins de bande passante, tu vas payer moins à ton prestataire de cloud. Si tu utilises des bons outils qui consomment moins d'énergie pour concevoir ton application, tu auras moins sur la facture d'énergie.
Et tout ce qui va dans le sens de quelque chose de plus éco-responsable, ça a un impact sur le portefeuille, ça a un impact sur le moral. Et du coup, l'entreprise fonctionne de manière beaucoup plus sereine. Ok. Voilà. Et alors, on a quelques questions. On a justement Thomas qui nous pose une question sur Swift Concurrency. Alors, je vais l'afficher. Alors, Swift Concurrency vient-il en remplacement de Combine? Ah, question très technique. Oui et non. Sur certains aspects, oui. Il y a certains aspects où en fait Combine venait compenser les limites de concurrency à l'époque. Mais il faut pas le même job, pas tout à fait. Combine est vraiment pour venir pour venir compléter SwiftUI, là où Concurrency est plutôt sur des tâches bas niveau. D'accord, ok. On a aussi une réaction de la part de Sébastien, Sébastien K, qui nous dit pas vraiment, ils ont des buts différents, il y a des choses que Combine peut faire et que Concurrency ne peut pas. Oula, alors comment dire ouais, en fait c'est un peu ce que j'ai dit quoi. Il y a Combine, c'est ça en fait. Combine est plus adapté sur SwiftUI pour afficher des contenus et Concurrency peut pas encore le faire. Après c'est pas une vérité absolue, c'est la vérité à l'instant T dans le sens où si on regarde ce qui a été prévu pour Swift, la prochaine version de Swift qui va être présentée là, on peut le voir sur Swift Evolution. Il y a beaucoup de choses que faisait Combine jusque-là qui vont être remplacées. Donc c'est pas à l'instant T, c'est vrai, mais ça devient de moins en moins vrai. C'est mon ressenti en tout cas. Voilà, donc ouais, alors, suivez bien les évolutions de Concurrency parce qu'il y a vraiment des choses sympas. Et je vois moi aujourd'hui dans mon quotidien, il y a beaucoup de code Combine que je dégage et que je remplace par Concurrency, c'est plus simple. Ok, d'accord. Ok, merci beaucoup Florent. Alors, je reprends mes questions. Aujourd'hui, comment tu t'assures de la durabilité des applications iOS que tu fournis à tes clients à long terme en faisant de l'éco-conception? Eh ben, ouais. Donc en fait, le premier truc, c'est déjà que le code en tant que tel vive sur le long terme. Donc ça, là, ça suffit de faire de contrôler sa tête technique, c'est assez basique. C'est-à-dire que quand il y a des nouveautés, tu les mets en application, il faut pas qu'il y ait des warnings qui clignotent partout quand tu construis ton application. Ça, c'est quelque chose qui va au-delà de l'éco-conception. Après, l'application doit pouvoir gérer d'anciennes versions d'iOS, mais sur iOS, on n'a pas trop de contraintes à ce niveau-là, parce que si tu prends iOS 16 dernier, aujourd'hui, on doit remonter à 6-7 ans en arrière sur du matériel. Généralement, la bonne pratique, c'est d'avoir 2 générations d'iOS supportées. Ce qui fait que tu vas supporter aujourd'hui iOS 15, iOS 16. Tu vas remonter jusqu'à l'iPhone 6S, qui est sorti il y a 8 ou 9 ans, quoi. Donc un appareil qui a 8-9 ans, ça va. Et sachant que l'App Store conserve les anciennes versions. C'est-à-dire que si tu as une application qui est compatible à iOS, on va dire iOS 12, que tu passes à iOS 15, parce qu'en fait, de iOS 13, 14, 15, c'est le même matériel qui est supporté. Donc si tu mets du iOS 15, tu vas casser la compatibilité uniquement pour ceux qui étaient sur iOS 12, mais pas les autres. Et donc sur ton application, on va dire que tu fais une version 1 qui est sur iOS 12, une version 2 qui est sur iOS 15, quand la version 2 sort, la version 1 reste disponible pour ceux qui sont bloqués sur iOS 12, c'est-à-dire que tu remontes encore plus ou moins de 2 générations d'iPhone, donc tu vas remonter à quasiment 10 ans. Un iPhone qui a 10 ans, c'est bon, tu n'es pas obligé de culpabiliser si tu supportes pas, quoi. Ok. Et pour donner un ordre d'idée, c'est l'iPhone 5S. Voilà. L'iPhone 5S, je sais même pas si tout le monde l'a connu. C'est dire. Et ça, c'est le premier aspect. Et après, il y a une bonne pratique en développement. Faire ce qu'on appelle du data driven UI, du server driven UI. C'est-à-dire qu'en fait, donc ça marche bien quand tu fonctionnes avec des serveurs. C'est ton serveur qui va contrôler ce que tu affiches. Par exemple, tu affiches un composant, ton serveur va te renvoyer juste. Il va pas te renvoyer les données en tant que telles, il va te renvoyer juste ce que tu affiches. Il va dire tu affiches une carte de tel type,
avec un titre, une description. Dans une version X qui est plus compatible, tu voudras ça avec une image en plus. C'est un exemple tout bête, hein, c'est pour l'exemple. Sauf que ton utilisateur n'aura pas mis à jour, mais il aura quand même accès à l'information parce qu'on lui dira t'affiches telle carte, et si t'as pas accès à la possibilité d'afficher telle carte, t'affiches une autre version antérieure ou une autre version. Et donc, l'application va choisir la première version qui est affichée. Tu as une sorte de rétrocompatibilité côté serveur. Ce qui fait que l'ancienne version va afficher juste le titre, le texte, il n'aura pas toute information en termes de présentation, mais ça sera utilisable, et la nouvelle version bénéficiera de tout l'ensemble. Et en faisant ça, l'aspect contenu, qui est souvent l'aspect essentiel du métier, tu le conserves. Et en fait, la mise à jour permet, entre guillemets, uniquement de bénéficier des avantages côté front. Ça va être peut-être un widget sur iOS 14. Ça va être des nouveaux modes d'affichage. Ça va être les activités en direct sur iOS 16. Ce genre de choses. Tu ne l'auras pas sur ton ancien appareil parce que de toute façon, il ne peut pas le fournir. Mais tu auras toujours l'information. Donc tu rendras toujours le service, ce sera juste dégradé. Ok. Et en fait, comme ça, tu permets de continuer de rendre le service même sur des vieux appareils. Et donc tu peux remonter assez loin comme ça. Ok, d'accord. C'est efficace. Ok. Et justement, toi aujourd'hui, comment tu sensibilises tes utilisateurs de tes applications iOS à l'importance de l'éco-conception? En fait, en général, c'est les utilisateurs qui viennent plutôt voir l'application parce qu'elle est éco-responsable. Ils en entendent parler, ils se disent bah ouais. Aujourd'hui, et je pense que en fait, t'as pas d'obligation vis-à-vis de tes utilisateurs aujourd'hui, mais il faut penser pour demain. Et je pense qu'un jour, et ça viendra plus vite qu'on pense, tu choisiras, comme on commence à le voir aujourd'hui, les jeunes qui sortent, ils choisissent pas une banque parce que c'est le manque de leurs parents, quoi. Maintenant, ils vont sur Revolut, et ils y vont, ils scannent, ça se fait en trois clics, et ils ont tout de suite le service. Et de la même manière, ceux qui ont une conscience un peu éco-responsable, ils vont se renseigner pour connaître le score. Peut-être qu'il y aura maintenant des scores sur l'App Store pour dire, tiens, cette application consomme moins qu'une autre, et ainsi de suite. Et à partir de là, tu diras, ton consommateur va plutôt aller vers, tiens, ça consomme moins, donc je vais chez eux parce que ça me correspond. J'ai une conscience un peu écologique, etc. Ça me correspond en tant que personne, donc ça match. Voilà. D'accord, ok. Et aujourd'hui, justement, comment tu fais pour travailler en collaboration avec les autres membres de l'équipe pour promouvoir l'éco-conception? Je pense à l'équipe produit, à l'équipe business. Ouais. Comment est-ce qu'on fait? Alors, je vais parler de manière générale parce que c'est vrai qu'à la Maïf, c'est un peu dans leur ADN aujourd'hui de faire tout ce qui est éco-conception, etc. Et on entend leur communication là-dessus. Et c'est vrai qu'au quotidien, c'est très concret. Hein, on n'a pas de... voilà. Aujourd'hui, on n'a pas... disons que s'il fait moins de 25 degrés, on n'a pas la clim. Hein, on ne va pas gaspiller pour rien, quoi. Et donc, ils sont vraiment dans ces actions-là. Par contre, sur d'autres entreprises que j'ai vues où ce n'est pas spécialement le cas, c'est important de sensibiliser, aller chercher les affinités des collaborateurs et montrer les intérêts autres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le coût. Si tu sens que t'as pas d'adhésion, que tu tombes sur un climato sceptique quelconque, dis ouais, mais par contre, tu pourras faire des économies et t'acheter un nouveau Porsche Cayenne. Ah, bon, ok. Là, ça marche mieux. Et finalement, par le biais de l'intérêt économique, en fait, tu vas pouvoir récupérer de l'utilisateur. Tu vas pouvoir, récupérer l'adhésion de pas d'utilisateurs, mais des collaborateurs. Voilà, donc tu détournes le regard et tu sers la cause quand même. Ok. Et est-ce que tu as des exemples d'ateliers pour mettre justement en place peut-être des tips justement pour promouvoir justement cette éco-conception, mis à part le coût? Ouais, non, après tu peux. Je sais qu'il y a la fresque du climat qui permet de sensibiliser un peu, ce genre de choses. Après, non, après en termes pour l'aspect sensibilisation, c'est ça.
Après, non, honnêtement, j'essaye à chaque fois de rappeler que c'est de se dire, bah, toi, je accorde de la sensibilité, toi. T'es- si demain, même si tu crois pas, si demain il y a un réchauffement climatique, que tes gamins ils suffoquent, tu pourrais te dire, bah, j'ai rien fait. Tu vas voir tes gamins leur dire, ah ouais, tu t'arrives pas à respirer, c'est de la faute des autres, ouais, mais papa, qu'est-ce que t'as fait? Et, t'aurais pu. Bah ouais, j'ai rien fait. Là, tu te poses des questions, tu te dis, ouais, bon, on peut le faire, on le fait, quoi. Effectivement, ouais. Et, bah, merci pour ta réponse et merci pour cette authenticité. Et aujourd'hui, quels sont Et les... j'ai pas d'enfant, hein. Je précise, j'ai pas d'enfant. J'ai peur de la réponse. Non, pas du tout, pas du tout. Euh, En fait, et aujourd'hui, justement, pour notre audience, quels sont, toi, les outils que tu utilises pour surveiller les performances énergétiques de ton application iOS? Eh ben, en fait, j'utilise Xcode qui permet d'avoir un premier niveau de consommation énergétique, une sorte d'aperçu, pour, on va dire, pour le code vite fait, on va dire. Et après, si tu veux aller plus loin, tu as Instruments qui permet, je te parlais des cœurs du processeur tout à l'heure. En fait, là, c'est un outil génial. Donc évidemment, il faut brancher un iPhone pour le voir. Et il va te dire, voilà, tu as tant de cœurs performants, tant de cœurs efficaces. Donc, cœur efficace, c'est basse consommation sur ton appareil. Et tu vois, dans telle portion du code, tel ou tel cœur est utilisé. Et si en fait tu es en train de faire une tâche complètement bidon comme de l'analytics ou ce genre de choses qui est pas spécialement hyper prioritaire, mais par contre que celui qui utilise le cœur haute performance, tu dis ouais, il y a un truc à améliorer. Donc tu passes ta tâche en basse consommation et là tu vois que c'est tout de suite que c'est le cœur basse consommation qui bosse, ainsi de suite. Après c'est des opérations, des tâches en parallèle que tu fais. Si tu dis ah il y a des tâches parallèles, mais ça fait consommer un des processeurs à fond alors que les autres ne font rien, ça fait une gros pic de consommation, donc non, tu fais en sorte de mieux paralléliser tes tâches pour que ça se répartisse sur tous les cœurs de processeur. C'est plein de trucs comme ça. Et voilà, des instruments, un vrai outil visuel qui en plus permet de retrouver dans ton code là où ça va coincer. Ok. Donc tu te perds pas de temps, quoi. En fait, dans ton code, tu mets des flags, tu te dis tiens, là je fais telle opération, je mets un flag, tac tac. Et après, dans l'instrument, ça te dit t'as merdé dans telle opération, souvent tu double-cliques et ça t'envoie directement dans la portion de code en question. Et puis tu corriges, tu retestes et voilà. Ok. D'accord, intéressant. Et justement, voilà, on parlait encore une fois toujours avec tes clients. Euh, voilà, il y a l'aspect coût. Et est-ce que tu as d'autres leviers que tu travailles avec eux pour les convaincre de l'importance de l'éco-conception dans le développement d'applications iOS? Bah, ça dépend des clients en fait. Soit c'est l'aspect humain qui compte, soit c'est l'aspect financier comme on disait tout à l'heure. Hmm. L'idée c'est vraiment de se dire, toi, si je suis dans une mutuelle en manière générale ou une entreprise comme ça qui a des valeurs un peu sociétales, c'est pas trop compliqué. Tu te dis, faut juste montrer qu'on fait pas de bullshit en disant bon, je vais mettre ça en place avec un vrai plan d'action. Ils disent bon bah ok, on y va quoi. Généralement, t'as un go direct, sauf si vraiment on se dit bon, c'est un peu bullshit ton truc. Mais généralement, ça se passe bien. Et après, bah, pour les autres, c'est l'aspect financier. Tu te dis bon, toi, tu dépenses tant sur tes serveurs. Si on réduit la consommation de bande passante de temps, ça va te faire économiser peut-être 150 balles par mois ou je sais pas quoi. Alors que ça va t'en coûter uniquement en temps. Donc c'est rentable. Et là, le gars, il dit bah oui, c'est génial, ça fait des sous. Et tout le monde est content. Toi, t'es content parce que t'as fait quelque chose d'utile, puis lui, il est content parce qu'il a du foot. Ok. D'accord. Et là, j'ai ma dernière question qui arrive, justement après pour laisser un peu à notre audience à nous poser des questions. Ouais, Quels sont carrément. aujourd'hui pour toi les résultats que tu as observés en termes d'impact environnemental depuis que tu as commencé à intégrer des pratiques d'éco-conception dans le développement iOS? Et ben, en fait, si tu veux, alors c'est marrant parce qu'au début, je le faisais, mais sans le mesurer, parce que initialement, en fait, j'étais développeur, j'ai fait du système embarqué et des trucs sur ouais, il y a beaucoup de systèmes embarqués, ou disons du code qui avait besoin d'être optimisé, mais sans savoir que ça avait un impact sur l'énergie. Donc,
Du coup, après, j'ai commencé à le mesurer. Et, euh, et là, donc, j'ai commencé à le mesurer chez certains clients. Donc, pour la Maïf que je peux citer, on l'a vu, on a la consommation de la batterie, ça fait ça à chaque fois. Parfois, ça stagne un peu, parfois, ça repart un peu à la hausse, qu'on rajoute des services. Mais, euh, mais globalement, on observe sur le long terme une courbe qui va en baissant sur la consommation d'énergie de la batterie. Et ça, ben, c'est une victoire, c'est une victoire. C'est, ça n'a pas changé la face du monde, hein. Il n'y a, y a pas autant d'utilisateurs que si c'était une entreprise mondiale. Mais ça a du sens. On fait un impact, même si c'est mineur, c'est un impact. Et c'est aussi des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques qu'on met en application au sein d'équipes, je sais que tous les développeurs qui travaillent avec moi, ils vont le mettre en application. Et peut-être que demain, aujourd'hui ils sont à la Maïf, peut-être que demain ils seront dans un grand groupe qui a un impact, qui a des centaines de millions d'utilisateurs. On ne sait pas. Ils vont arriver, ils vont dire tiens, j'ai cette bonne pratique à mettre en place. Et là, ça, c'est pas sur quelques centaines ou millions d'utilisateurs que tu vas avoir un impact, mais c'est sur des centaines de millions. Mm. Et c'est cet effet, en fait, comme je te disais tout au début, c'est le fait de partager cette bonne pratique qui a un impact mesurable. Et après, j'ai eu aussi le cas d'un client, en fait, c'était même pas un client parce que on a discuté comme ça, et peu importe, et en fait, il cherchait un format d'image assez basse consommation, justement parce qu'il savait que j'étais là-dessus. Ils ont utilisé WebP, en fait, au lieu d'utiliser PNG, et, euh, et, et en fait, par rapport à la bande passante, globalement, c'était, en termes de tonnes de CO2 qui étaient économisées par an, c'était l'équivalent de plusieurs voyages en avion. D'accord. Donc, Ok. voilà. C'est marrant que tu C'est me poses. majeur. Bah, c'est marrant que tu me poses cette question parce que là on a une question de Peter Schaeffer qui justement parle de voyage en avion. Donc je vais l'afficher Ah. ça rapidement. C'est est-ce qu'on a la possibilité d'évaluer les ordres de grandeur de gains en termes d'émissions de CO2 sur une app comme la Maïf sur un an versus un aller-retour en avion pour assister à la WWDC par exemple? Ben voilà, j'ai répondu à la question. C'est là en fait, là je peux aller, ouais, je crois que je peux aller plusieurs fois en Californie, ouais. Non, non, pas de problème là-dessus. Ouais, toi, un aller-retour, ça consomme à peu près 4 tonnes de CO2. C'est le projet en question, on avait mesuré, on était autour de 18 tonnes d'économisées par an. Ok, ok, intéressant. Donc voilà, voilà. Donc les 4 tonnes sont ridicules à côté, et enfin ridicules. C'est toujours trop, mais ça va. Et, et en termes de mesure, donc pour la Maïf, en fait, il n'y a pas énormément d'utilisateurs. Je sais pas, on avait calculé, on économisait globalement l'équivalent de toutes les lampes d'un foyer par an, un truc comme ça. Et, ouais, pour l'ensemble des utilisateurs. C'est pas grand-chose, hein, mais n'empêche que c'est quelque chose quand même. Et petit à petit, en multipliant les bonnes pratiques, en les partageant, euh, ce que je fais aujourd'hui à la Maïf, c'est que le témoignage que je partage en disant ça n'a pas coûté un bras à la Maïf, hein, c'est juste des bonnes pratiques. Donc c'est même, j'ai envie de dire, c'est quasiment un coût zéro. Je le partage avec vous et peut-être qu'il y a des développeurs qui m'écoutent, qui eux vont dire tiens, moi j'ai pas quelques centaines de milliers d'utilisateurs, on est des centaines de millions, je vais mettre ça en application et là ça sera bien supérieur quoi en fait l'impact énergétique. Voilà. Évidemment, je ne vais pas économiser 18 tonnes de CO2 avec la Maïf, vu que c'est pas ce que produit aujourd'hui. Hmm. Ok. Ça, Euh, voilà. ok. Est-ce que d'autres personnes ont des questions à poser à Florent? Alors, on a tiré le book qui dit désolé, j'ai Ah loupé ouais. le début de la conf. Comment vous mesurez la conso batterie sur iOS, données système récupérées aux mesures hardware type wattmètre? Alors, non, en fait, la mesure de la conso sur la batterie, tu peux le faire avec les outils de Xcode et et Instruments, en fait, en mode production. Mais aussi, tu peux le mesurer, parce qu'en fait, entre ce que tu fais toi, avec ton matériel à toi, avec son mesure de batterie, ainsi de suite, c'est pas vraiment représentatif de son échelle plus grande. Et par contre, là où c'est intéressant, c'est que Xcode permet de récupérer des rapports, donc il faut les mettre en place.
Mais il y a des sessions de WDC qui parlent de ça, comment mettre en place les rapports énergétiques. Et tu reçois à chaque version un rapport énergétique qui va t'expliquer là où ça consommait ou pas. Et du coup, en fait, tu vois, tu as un rapport sur la batterie, ça va te dire, tu as eu tant de consommation liée au réseau, tant sur le display, tant ici, ici. Et après, tu n'as pas une vue détaillée de l'impact de chaque action. Par contre, avec la vue globale et par rapport à ce que tu as modifié, tu peux mesurer finalement là où tu vas avoir un impact sur l'ensemble de tes utilisateurs. Bah, je sais pas si c'est clair, mais voilà l'idée, quoi. Donc, première étape, mesurer avec instrument de Xcode. Deuxième étape, recevoir et analyser les rapports de Xcode. Donc, c'est dans Windows Organizer. T'as une liste avec tous les analytics de crash, etc. de ton application et le rapport de consommation de batterie. Alors, par contre, il faut un certain volume de données parce que c'est des données anonymisées, donc ça nécessite d'avoir un peu de volume. Mais ça marche pas mal, quoi. Ok. Merci Florent. On a une autre question de la part de Corentin. Salut Corentin d'ailleurs. Comment faites-vous pour lutter contre l'obsolescence programmée? Bah, en fait, le premier truc déjà, c'est le code optimisé. Ton application ne va pas ramer sur un appareil plus ancien. Et donc ça c'est le premier levier. Et avec les systèmes de data driven, server driven UI qui permettent d'alimenter l'affichage par le serveur, ça te permet de toujours rendre le service, quelle que soit en fait la génération d'appareils que tu as, y compris sur une application qui est plus sur l'App Store, parce que Apple garde des versions je reprends l'exemple de tout à l'heure, tu as une version 1 qui est compatible à iOS 12, une version 2 qui est compatible à iOS 14. Donc celui qui a un iPhone 5S, donc il ne pourra pas passer à iOS 14, il sera bloqué, mais il aura toujours accès au serveur en face. Et si le serveur en face est conçu pour lui donner d'informations, même s'il n'a pas mis à jour, c'est-à-dire avec un système de rétrocompatibilité, tu rentres toujours le service, ça fonctionne toujours bien, et en fait, tu peux remonter assez loin. Globalement, si tu fais ça, tu peux remonter, moi je l'ai vu sur certaines applications, tu peux remonter à des appareils de 10 ans. Après, si tu as un appareil qui est plus vieux que 10 ans, ça peut commencer à devenir problématique, mais c'est finalement assez rare. Aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée, la majorité des appareils ont au maximum 3 à 4 ans en France. Nous, on pousse à 7, 8, à peu près 8 ans, on va dire, avec la toute dernière version de l'appli, et jusqu'à 10 avec la version N-1 de l'appli. Ok. Merci Florent. On a une autre question de la part de Romain Bachelet. N'y aurait-il pas aussi de l'éco-conception dans toute la partie CI/CD? Je pense par exemple à l'exécution automatique de tests unitaires et d'intégration. C'est ce dont je parlais tout à l'heure par rapport aux tests unitaires. Ce qu'on a fait à la Maïf, c'est de passer nos tests unitaires via macOS. Et l'exemple que je donnais, c'est que nos tests unitaires passaient avec macOS Monterey en 2-3 minutes. Et là, juste en mettant à jour sur Ventura, on est passé à 17 secondes. Ça nous a surpris, on était plutôt contents. Et en faisant les tests Swift sur macOS, sur tout ce qui est donné, parce qu'on peut pas le faire évidemment sur l'UI, tu gagnes un temps phénoménal. Et du coup, moins de consommation d'énergie, ainsi de suite. Ok. Et il y a une question de la part de Sébastien. Est-ce qu'il y a des gains énergétiques à faire d'un point de vue compilation versus exécution? Ouais, la compilation, c'est pas ce qui consomme le plus, hein. Après, si tu suis bien les recommandations d'Apple qui disent de mettre à jour ton fichier Xcode, tu as des choses qui s'activent, comme par exemple la compilation parallèle. Je sais que nous, sur la compilation d'appli complète, on est passé de 4 minutes à peu près à 3 en faisant en parallèle. Et derrière, en fait, il y a aussi des recommandations de conception au niveau code. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les sessions Apple 2 ans en arrière, parce que généralement, c'est à peu près les chances qu'il faut. Et si dans 2 ans, tu regardes le code, si dans 2 ans, ton application est compatible au minimum sur iOS 16, tu pourras voir que
une session donc de 2022 où Apple explique que si tu compiles d'une certaine manière dans cette cible avec certaines pratiques de Swift, tu vas gagner un certain temps à la compilation parce que tu auras utilisé ces bonnes pratiques dans le code. Et aussi à l'exécution d'ailleurs. Au lancement, je crois qu'Airbnb avait testé gagner 20% du temps au lancement. Et donc, c'est toujours moins de consommation d'énergie. Donc, faut bien suivre les recommandations chaque année et ça se passe bien. Tout simplement, en fait, c'est juste, c'est surtout ça, quoi. Ok. Et est-ce qu'il y a des librairies Alors, on a une autre question aussi de la part de Sébastien. Mm. Est-ce qu'il y a des librairies iOS populaires que vous avez constatées comme inefficaces? Exemple, Alamofire. En général, pour te dire, déjà, j'évite d'utiliser des composants externes tant que faire se peut. Et quand c'est nécessaire, généralement, c'est pour des partenaires, donc j'ai pas trop le choix. Mais oui, ça m'est arrivé, je veux pas les citer parce que ce serait pas gentil. Mais oui, il y en a qui font du code discutable et qui va consommer d'énergie justement parce qu'ils suivent pas forcément les bonnes pratiques. Et ouais, c'est un peu dommage, quoi. C'est pour ça aussi qu'il faut vraiment rationaliser l'usage de tout ça. En fait, c'est là qu'il faut vraiment dégraisser pour y aller. Ok. Il y a aussi, on a une autre question de la part de Tarsan Elankouraman. Alors bonjour à tous, je me présente, je suis développeur iOS chez Jive. Merci pour l'interview super intéressant. J'ai une question sur le fait d'avoir un système driver par le serveur. Est-ce que cette solution n'ajouterait pas aussi un coût en plus en termes de consommation de batterie du fait qu'on leur fera plus d'appels serveur? Ouais, en fait, c'est une très bonne question. En fait, la bonne pratique, c'est si tu as des UI qui vont pas bouger, qui vont être utilisés, tu les charges tu les charges quand l'application, avec le système de chargement background qui permet de charger quand l'application est sur secteur en Wi-Fi et quand tu es aux États-Unis sur des sources d'énergie propres. Donc là, déjà, tu vas sur ce que tu peux, tu vas actualiser uniquement quand c'est nécessaire. Après, côté serveur, il y a des pratiques à avoir. La première, c'est excellente question en fait. La première, c'est d'utiliser HTTP2 ou HTTP3 tant que faire se peut, parce que par exemple, c'est la partie TLS qui permet de s'authentifier. HTTP3 va exiger TLS 1.3. C'est hyper technique, hein. C'est le protocole qui permet de créer une connexion sécurisée à un serveur. Et ce protocole a été optimisé pour le mobile et a été conçu entre Apple et Google. Donc c'est des petites équipes d'Apple et Google qui sont réunies, qui ont travaillé ensemble. Donc concurrents, mais sur la technique, ils sont copains. Et c'est optimisé pour le mobile pour consommer peu d'énergie. Donc déjà, sur l'établissement de ta connexion SSL, tu vas consommer moins. Après, le HTTP3 a son propre protocole Quick qui est quick, rapide, qui consomme peu. Après, il faut optimiser la donnée. La donnée, si tu prends plutôt du protocole Docker plutôt que du JSON, ou même si tu vas plus loin, que tu fais carrément du gRPC, parce que en fait, sauf que gRPC avec HTTP3, si maintenant gRPC sait travailler avec HTTP3, tu vas travailler que de la donnée binaire. Donc, tu vas réduire ta consommation d'énergie, et tu vas aussi réduire le temps de traitement sur ton appareil. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que notamment sur iOS, le composant Swift qui permet de déchiffrer du protocole buffer est codé par Apple. Donc optimisé pour son matériel. Il y a un package Swift qui s'appelle Swift Protobuf, un truc comme ça, qui permet de faire ça. Sachant que si tu fais du gRPC, la partie gRPC utilise SwiftNIO, qui est aussi géré par Apple, et donc optimisé pour son matériel, qui est hyper performant. Et donc là, tu vas avoir une consommation d'énergie moindre. Donc, aux deux niveaux, tu vas gagner. Et après, si tu fais ça, tu te retrouves avec quelque chose d'assez véloce. Et si tu te projettes sur un peu plus loin, tu as un système qui a été mis en place, et j'ai perdu le nom, L4S. Donc c'est L4S, tu peux chercher. Tu peux chercher les sessions de 2022, où, quand Apple a présenté ça, l'idée c'est de créer un système qui va limiter les goulets d'étranglement au niveau de la connexion réseau. Et c'est hyper efficace, donc c'est un standard, hein.
qui est actuellement en bêta dans iOS 16. L'idée, c'est que de configurer un serveur pour dire j'utilise telle quantité de cache et le cache serveur va être synchronisé avec le client. Pourquoi? Parce que quand tu te connectes, que tu fais une requête, admettons un serveur, tu vas dire, tu vas avoir un cache déjà côté serveur qui va donner qui va mettre des données, et une fois qu'il a accumulé un certain nombre de données, il envoie, et ainsi de suite. Il envoie en plusieurs fois comme ça. Tu vas passer par un serveur intermédiaire, qui peut-être Orange ou quoi, qui lui va faire proxy pour économiser, pour limiter la consommation d'énergie. Et lui, il aura une taille de cache différente. Donc, bénéfice égale perte, parce que tu vas avoir un paquet qui va arriver, qui va faire 1024 octets, béton, je dis n'importe quoi, je sais pas spécialiste de tout ça, et l'autre, il va distribuer mec par paquet de 512. Donc, il refait une transformation, tac, tac, et ça va arriver sur ta box. Après plusieurs étapes sur ta box, elle va gérer en 1024, donc elle va attendre 2 fois que ça vienne. Et là, elle va renvoyer sur ton iPhone qui, lui, va avoir encore un autre système de cache. Tandis qu'avec ce protocole, tout le monde sur toute ta chaîne utilise le même dimensionnement, ce qui fait que la connexion est immédiatement fluide. Tu passes une information comme ça sans avoir à bloquer les connexions à chaque point. Donc chaque nœud ne va pas bloquer. Il prend l'info et il les redistribue comme ça. Et donc c'est beaucoup plus performant, ça consomme moins d'énergie. Et c'est un quick win. T'es sur un ratio de temps de chargement de 1 à 100. C'est pas neutre. Donc, pendant ce temps-là, ton processeur va pas être en attente de l'information qui vient. Donc tout ça, en fait, c'est beaucoup de leviers qui sont activés pour trouver un équilibre. Mais après, évidemment, il faut pas tout mettre sur les serveurs. C'est toujours un équilibre à trouver pour avoir un bon volume de données et choisir les bons outils, savoir quand télécharger, savoir quoi télécharger. C'est vraiment avoir une réflexion globale pour avoir un impact global, en fait, sur l'ensemble de la chaîne. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Florent. Est-ce que d'autres personnes ont des questions à poser à Florent? Moi, j'en vois pas encore. Non, il y en a plus, j'ai l'impression. Peut-être. Maybe. Non. Bon. Bah, ça a l'air d'être bon. On va encore patienter 1 minute. Oui. Ah, on a Corentin. Oui, Corentin a une question. Alors. Vas-y, Corentin. Voici la petite réponse de Tarsan. Tu l'as qui est juste là. Bah, super, ça marche. Merci pour ta réponse. Avec plaisir. Alors, Corentin. J'ai l'impression que tu parles beaucoup d'économie d'énergie. Ouais, parce que c'est en fait c'est un levier. On va pas pouvoir agir sur l'eau, on va pas pouvoir agir sur tous les autres aspects qui sont importants en termes d'impact énergétique. Après, en termes d'impact écologique, je me suis fourché la langue évidemment. On agit sur l'énergie et sur sur l'épuisement des ressources justement. Si tu fais de la conception qui est plus performante, tu vas moins utiliser ton appareil et donc tu auras moins besoin d'extraire de ressources. Et ça, il faut voir l'ensemble de la chaîne. Et de la même manière, si tu supportes un appareil plus ancien, avec du serveur Drive Anyway par exemple, tu vas limiter l'impact aussi. Donc après, on peut pas avoir un impact sur tout, mais on peut avoir vraiment un impact sur permettre aux utilisateurs d'avoir des appareils vieux mais en bonne santé, qui vont utiliser et qui vont pas avoir une expérience dégradée. Et on peut faire en sorte de diminuer la consommation d'énergie. Et après, il y a plus. Déjà, si on fait ça, c'est déjà bien. Et pour mieux que rien. Ok. Je t'affiche son deuxième commentaire qui disait mais pas d'impact sur l'épuisement des ressources abiotiques, mais tu as y répondu donc. C'est ça en fait ça. Si t'en as, c'est que t'as pas besoin d'extraire quoi. Ok. Autre question de la part de Corentin. Mais très bonne question.
Et une question de Corentin. Ça m'est arrivé de dire non. Ouais, en fait, ça m'est arrivé de. Oui et non. Ça m'est arrivé de dire oui, mais pas de cette manière, pour être précis. Ça m'est arrivé. Et après, dire non, non, parce que la fonctionnalité, on va pas bloquer une fonctionnalité. Euh, ouais. Ça m'est arrivé de dire, tu peux le faire, mais ton approche, tu consommer beaucoup de data ou quoi, c'est non, quoi. Ah si, si. Sur d'analytics, je l'ai fait, ça. Par contre, ça s'est pas bien passé, mais je l'ai fait. Dire non, on va peut-être rationaliser les données qu'on récupère. Déjà, un, à quoi ça sert, et deux, parce que bon, il y a la donnée privée et tout ça, et deux, ça consomme de l'énergie. À un moment donné, ça m'est arrivé de dire non, c'est clair. Mais après, c'est toujours compliqué parce que tu dis non, mais faut pas non plus. Après, tu te retrouves vite avec la casquette du gars qui dit non, en fait. Donc, quand je peux trouver un compromis en disant oui, mais non, en fait, oui, mais différemment, c'est plus facile, c'est plus facile, c'est plus acceptable, et ça évite de créer un blocage, en fait. Sinon t'es blacklisté, puis ça passera quand même. Hein. Mais par contre, entrer dans la discussion en disant est-ce qu'on pourrait pas challenger le sujet et le faire différemment, ça m'est arrivé et je pense que c'est important quand on peut le faire. Okay. On a une autre question de la part de Corentin qui dit as-tu branché des API sur des API de mesure locale d'intensité carbone pour adapter ton app selon l'intensité carbone locale? Non. Non. Non, je l'ai jamais fait. Ok. D'accord, ok. Est-ce que d'autres questions, Corentin ou d'autres personnes? On a une autre question de Sébastien. Dans l'idée de réduire les datas du réseau, le poids de l'app en mégabits a aussi son importance. Est-ce que vous penchez beaucoup sur cela pour avoir une app moins lourde en téléchargement? Tu as parfois des apps simples de 200 mégabits. Ouais, c'est un truc qu'on challenge. D'ailleurs, on est en train de challenger en ce moment à la Maïf pour réduire le poids de notre appli à tous les niveaux, quoi, sur le format des données qu'on utilise, la pertinence des données qu'on embarque, etc. C'est un peu un casse-tête, mais c'est vrai que c'est nécessaire. Même au niveau du code, on met en place des procédés qui vont permettre d'avoir moins d'éléments graphiques compilés qui peuvent prendre du poids. Et voilà. Après, honnêtement, c'est pas là qu'on aura le plus d'impact, hein, parce que l'application, elle est généralement mise à jour quand on est dans des conditions optimales, donc sur du réseau Wi-Fi connecté sur sur le secteur et ainsi de suite. Et en plus, les serveurs d'Apple aujourd'hui ils sont passés sur du 100% décarboné sans compensation. Donc vraiment des sources propres. Au niveau des serveurs. Avant, c'était avec compensation jusqu'à quelques années, mais maintenant, c'est zéro compensation sur l'aspect serveur. Donc, quelque part, bon, il y a quand même toutes des infrastructures, hein. C'est pas pour ça qu'il faut faire du sale, mais ouais, du coup, on essaye de faire ça. Okay. Du coup, voilà. Y a-t-il du Rust sur iOS? Ouais, et c'est utilisé des boîtes que j'utilise pour. C'est vrai que c'est pas mal le Rust parce que c'est assez performant, mais en fait, vu comme c'est parti, Swift va faire au moins aussi bien. Et Rust, contrairement à Swift, c'est moins bien gérer les cœurs basse consommation. Donc en fait, on va gagner beaucoup au niveau processeur. Par contre, sur la consommation d'énergie au niveau des différentes puces, on perd. Enfin, on fait pas aussi bien parce que Rust appuie globalement sur le thread POSIX, c'est historique et c'est aussi ce qui est le plus universel, mais ça exploite moins bien le matériel dans le sens où ça n'utilise pas justement ces fameux cœurs. Il n'y a pas le même niveau de priorité dans l'utilisation des cœurs. Et en plus, Swift aussi introduit un système, je ne vais pas en parler, mais c'est pas le sujet. Mais en fait, qui globalement va éviter d'avoir des latences entre les différentes tâches quand tu échanges des données, ainsi de suite. Et l'idée avec Swift 6, c'est d'avoir les mêmes performances que Rust à peu près, et avec en plus l'aspect gestion des tâches parallèles. Donc aujourd'hui, on s'oriente plutôt là-dessus, ce qui permet d'avoir le beurre et l'argent du beurre.
Superbe, superbe, superbe. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour profiter de l'expertise de Florent? Et attends, mais, tu me parles de Rust ici, ça me fait penser à autre chose. Ça me fait penser au serveur et c'est un bon moyen de faire des comptes de conception. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Swift peut être utilisé sur serveur. Et alors quand tu fais du BFF, il y a une belle conférence qui existe qui était à Node, non, .Swift. C'était à .Swift en 2020 où ils expliquaient comment faire du BFF avec des serveurs en Swift. Ce qui fait qu'en fait, ta donnée, tu partages un package entre ton appli et ton serveur. Donc déjà, c'est plus efficace en termes de code, etc. Et surtout, Swift sur serveur est hyper véloce. Ça, pour donner un exemple, ça dézingue à l'aise un serveur Node. Aujourd'hui, c'est ce qu'a utilisé Amazon Prime pour gérer les flux vidéo. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va être plus performant. C'est ce qu'utilise Apple aujourd'hui sur iCloud. C'est pour ça qu'il y a eu un peu de cafouillage il y a quelques temps sur iCloud parce qu'ils sont passés sur Swift Server. Et ça a encore plus de sens avec le Swift 6 qui va venir et qui sera encore plus véloce sur des tâches parallèles. Et donc c'est aussi une économie d'énergie sur ce que peuvent consommer les serveurs. C'est pour ça que, à l'occasion, tester Swift sur serveur, ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, nous, on l'utilise à la Maïf. Dans un autre cas, on l'utilise pour nos serveurs de mock. Et on a un serveur de mock qui est fait en Swift, qu'on peut trimballer partout. Et là, on vient de le déployer sous forme d'une application Mac. Parce que quand tu as la compétence iOS, tu as la compétence Mac gratuitement, on va dire. Et c'est hyper efficace, c'est véloce. Et ça marche trop bien, quoi. Donc les serveurs Swift, allez-y. Et d'ailleurs, et on parle de ça, et de fil en aiguille, on parle de serveurs. Et on parle du CI/CD et comment optimiser le CI/CD. Et comment n'y ai-je pas pensé? On l'a fait la semaine dernière. On a commencé à migrer nos opérations de CI/CD qui étaient faites en Fastlane, en Ruby, etc. On a tout migré en Swift parce que Swift maintenant permet d'exécuter des lignes de commande comme ça et le faire de manière beaucoup plus simple. Donc tu fais Swift package init, ça doit être moins type tool, ça va te générer un template d'exécutable binaire macOS. Tu l'exécutes en ligne de commande et donc après tu pousses juste ton binaire sur ton serveur qui sera de toute façon sur macOS pour pouvoir déployer et tu auras des performances natives immédiates. Et là c'est hyper significatif. Donc tu as une seule compétence à avoir, Swift, pour faire ton serveur, ton appli, le CI/CD et en plus tu as des performances qui déchirent à chaque niveau. Et ça c'est vraiment une grosse avancée et je pense qu'Apple va aller de plus en plus vers ça. On regarde, mais je pense que Xcode à terme va être un Xcode 100% Swift et que tes projets Xcode seront uniquement des projets Swift. À terme, je dis d'ici quelques années, quoi. Mais c'est la trajectoire qui est prise aujourd'hui. Et vu les performances qui ont été démontrées récemment, je suis hyper confiant et ça va déchirer. Ok, top. Merci Florent pour cette réponse. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont d'autres questions pour Florent? Alors, à quand Swift sur Android, eh ben, pour l'anecdote, ça fait un moment qu'on peut compiler du Swift sur Android, mais on n'a pas accès à tous les frameworks. Mais Swift se compile sur Android. Pour ceux qui veulent jouer un peu avec Swift, ça se compile sur Mac, sur Windows, sur Linux, sur Raspberry Pi, sur pas mal de plateformes en fait. C'est vraiment devenu un langage cross-plateforme et du coup ça ouvre des possibilités assez énormes. Ok, ça marche. D'autres questions peut-être? Ok. Bon, bah écoutez, c'est la fin de cette deuxième interview. Du coup, merci beaucoup Florent d'avoir participé et d'avoir répondu à mes questions. Donc voilà, nous, pour nos auditeurs, on se voit le mois prochain avec Corentin qui sera disponible pour vous parler Green IT. Merci encore Florent, merci à tous d'être venus et à bientôt.